Est-ce que tu as le droit d'arracher les yeux de ton petit frère? Non, tu as pas le droit, ça fait plusieurs fois que je te le dis, donc on va faire une petite punition. Voilà, T'as pas le droit d'arracher les yeux de ton petit frère, c'est pour ça que je te le dis, on va faire une petite punition. Ok. Évidemment, la punition fonctionne pas. Sinon, il arrêterait de tirer les cheveux et d'arracher les yeux. Hello les amis, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai une invitée qui est l'hôte d'habitude de cette chaîne, toi Amélie, et cette vidéo est importante pour nous puisqu'on va décrypter l'interview de Caroline Goldman. Caroline Goldman, c'est une psychologue qui buzz ces derniers temps, qui est la fille de Jean-Jacques. Jean-Jacques. Donc est-ce qu'elle buzz pour ça? On va le voir. Qui est une psychologue qui prône la punition, qui conseille même la punition. Et donc, ça buzz, pourquoi? Parce que les fervents de la parentalité positive, comme nous, disent « Oh là là, attention, c'est n'importe quoi !» Et d'autres qui punissent leurs enfants, qui pensent que c'est une bonne manière d'éduquer leurs enfants, disent « Ah, merci, enfin quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas, enfin quelqu'un qui dit quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit de punir nos enfants, la parentalité positive, ça ne fonctionne pas, on s'est bien rendu compte, il faut punir ses enfants, c'est comme ça qu'on met des limites, c'est comme ça que les enfants se construisent. » Et donc, aujourd'hui, moi j'ai vu la vidéo, cette interview je l'ai vue, toi tu n'as pas vu, Non, on va la décrypter ensemble. Je vais mettre pause, je vais te poser des questions, tu répondras. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors moi je suis Amélie Cosno. Il y a 10 ans, à la naissance de notre premier enfant, j'ai voulu faire une parentalité, en tout cas mettre en place une parentalité différente de ce que j'avais pu recevoir, qui était une parentalité classique, donc avec les menaces, chantage, punition, voire violence corporelle. Donc je me suis mise en fait à exprimer tout ce que je mettais en place, tout ce que je lisais, tout ce qui s'est passé dans ma vie pour réussir à mettre en place cette parentalité positive. En 7 ans, j'ai accompagné plus de 20 000 personnes à travers mes accompagnements, mes programmes, mes formations en ligne pour les aider à cheminer eux aussi dans cette parentalité. Entre-temps, je me suis aussi formée à la pédagogie. Mais tu n'es pas psychologue, tu n'es pas pédiatre. Je n'ai pas de blouse blanche. Donc es-tu légitime pour parler de ça? Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait, parce que ça fait plus de 10 ans que je le mets en place, que ça n'a pas été facile, que ça ne s'est pas fait sans mal, que je sais de quoi je parle, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avec le recul, 10 ans après, je vois les retombées positives sur mes enfants, puisqu'ils s'épanouissent, et on a des relations épanouissantes en famille. D'accord, donc il n'y a pas besoin d'être forcément des psychologues pour avoir un avis sur le sujet? Absolument pas. Eh ben c'est parfait, commençons cette vidéo. C'est parti. Sinon elle aurait été un peu courte, ça aurait été dommage. Allez. France Inter, le 7-9-30. 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est psychologue pour enfants et adolescents et docteur en psychopathologie. Et bonjour Caroline Goldman. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. On ne parle que de vous, c'est bien simple, depuis quelques semaines. Je veux dire, en dehors de la réforme des retraites. Avec votre podcast qui cartonne, mais surtout depuis une interview dans Le Monde, le 15 février dernier, où vous avez critiqué l'éducation dite positive des enfants et réclamé plus de fermeté. La psy qui rétablit les limites, titrait Le Point en couve la semaine dernière en parlant de vous comme d'un phénomène. Et cela suscite controverse et débat houleux avec d'autres psys qui vous répondent dans les journaux. C'est passionnant, la controverse est passionnante. On va en parler. Vous sortez un petit livre à l'attention des enfants. Pourquoi? Petite leçon de psychologie pour les enfants de 4 à 7 ans chez Duno. Votre précédent livre, File dans ta chambre, qui date de 2020, est réédité. Vous dites, j'ai décidé de partir en... Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle existe à ce moment-là parce qu'elle a une actualité. Tout à fait. Bien évidemment, des fois on l'oublie, mais les gens qui sont dans les médias, c'est parce qu'ils ont une actualité, c'est de sortir leur livre. Croisade contre cette désinformation médiatique dont sont victimes les parents en France. On leur ment. De quel mensonge parlez-vous? De quelle désinformation? On leur raconte une très belle histoire sur la parentalité qui est vendeuse, mais qui est tout à fait peu réaliste. On leur fait croire qu'avoir un enfant va être un havre de paix, de tendresse, de joie partagée, d'amour. Moi-même, quand j'ai... Qui fait croire ça? On. C'est qui en fait? Donc le on, j'imagine que c'est les gourous de la parentalité positive, tous ceux qui... C'est très intéressant parce qu'elle lui dit, en gros, vous reprochez aux médias de vendre ça. Mais en fait, quand on reproche quelque chose aux médias, c'est qu'on n'a rien à dire. Parce que les mêmes de la parentalité positive vont reprocher aux médias de faire la promotion des punitions. Donc ceux qui reprochent aux médias de faire la promotion de mensonges de la parentalité positive, en fait, c'est qu'ils n'ont rien à dire. C'est que ça ne veut absolument rien dire. Mais continuons. Quand j'attendais mon premier enfant, j'étais assez stupéfaite de la violence des relations intrafamiliales et intergénérationnelles. Et je me disais, moi, je vais tellement l'aimer que tout va se passer merveilleusement. On ne se disputera pas, on ne sera pas en conflit. Ouais, ça j'ai envie de dire, c'est une croyance
absurde, puisque de toute façon, à partir du moment où on est avec des personnes, que ce soit d'ailleurs ses enfants ou son conjoint ou sa famille, ses amis, bah, les conflits existent puisqu'ils font partie des relations humaines, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que les relations parents-enfants seraient exemptées de ces désaccords? Je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que donc elle vient en tant que psychologue et pour l'instant elle ne parle que de ses histoires personnelles. Donc ok, c'est ok, mais si t'es psychologue et tu penses que ça va bien se passer avec ton enfant, soit elle raconte une histoire pour que les gens comprennent et elle ment, ou soit pour moi il y a un problème. Si t'es psychologue, tu sais de quoi tu parles, donc tu sais très bien que les relations ne peuvent pas être idylliques. Donc ça c'est, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça étonnant. J'en pense ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une croyance, je ne sais pas de sortie d'où, de s'imaginer que des relations peuvent se passer sans conflit. C'est étonnant qu'un psychologue puisse penser que ça va être nickel. Bien sûr, c'est très clairement étonnant. Et on sera certain de s'aimer, tout simplement. Or, tout parent ayant eu un enfant à aimer, à élever, se rend bien compte qu'à un moment donné, ça bute, quoi. Et la violence s'invite, l'agressivité au minimum. Et pour qu'elle ne vire pas à la violence, il faut trouver des méthodes qui lui permettent de réguler cette agressivité. Et vous avez notamment une... Je pense qu'on est d'accord avec ça. Ouais. On a raison. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Et vous avez notamment une méthode, je vais y venir. Vous racontez qu'il y a 8 ans, vous avez vu arriver à votre cabinet des enfants agités qui ne manquaient pourtant de rien, des petits choyés jusqu'à la démesure, dites-vous, qui montraient des troubles du comportement. C'est la faute à l'éducation dite positive, à l'éducation dite bienveillante. On en fait, selon vous, des enfants capricieux, des enfants qui n'ont pas de limites, des enfants rois? Il y a certainement plein de dimensions culturelles, sociologiques, qui justifient le fait que cette éducation positive est prise. Mais ce qui est certain, c'est que les parents, ils existaient déjà, ces enfants mal limités. Là, c'est 75% de nos consultations en pédopsie. C'est-à-dire que ça envahit littéralement le panorama. Et en fait, c'est eux qui nous permettent de dresser ce lien. On leur dit, mais pourquoi est-ce que vous punissez pas Elliot quand il insulte la maîtresse? Et ils nous disent, parce qu'on a lu que si on le punissait, on détériorait son cerveau et qu'on l'assassinait psychiquement de façon définitive. Pourquoi est-ce que Elliot insulte sa maîtresse? Il y a forcément quelque chose qui s'est passé en amont, qui est le vrai problème, qui va vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que tant que ce vrai problème-là n'est pas pris en compte, Elliot va continuer d'insulter sa maîtresse, même s'il y a une punition. Et en fait, peut-être que cette insulte, elle va se transformer, elle va se dégénérer au fil du temps. C'est qu'à un moment, Elliot, il va plus insulter sa maîtresse, il va carrément c'est surtout lui balancer sa trousse. C'est pourquoi punir Elliot? C'est quoi le rapport, en fait? Si tu punis Elliot parce qu'il a insulté la maîtresse, donc déjà, on ne sait pas quel âge il a, Elliot. Les parents qui ne punissent pas parce qu'ils pensent qu'il va avoir des dégâts irréversibles au cerveau, bon, soit les parents sont un peu bêtes, soit elles racontent une histoire pour que les gens comprennent. Mais si les parents disent ça avec Elliot, c'est que les parents n'ont pas tout compris, donc l'enfant, forcément, il doit pas être très stable. C'est logique. Si les parents ne sont pas très stables eux-mêmes, ça peut pas faire des enfants stables. Donc c'est pas en les punissant qu'ils vont devenir plus stables. Si Elliot il insulte sa maîtresse, c'est qu'il y a un loupé. Soit dans l'éducation, ou soit il y a eu un trop plein d'émotions envers lui, envers la maîtresse, peut-être qu'il a une autre histoire, mais faut comprendre pourquoi il a insulté sa maîtresse, et pour éviter que ça se reproduise, il faut traiter le problème, donc faut le trouver. Si on trouve pas le problème, on va lui expliquer clairement que on peut pas insulter sa maîtresse, c'est pas possible en société. Mais si on punit, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste pas insulter sa maîtresse pour ne pas être puni. Est-ce qu'il aura compris? Il n'y a pas de rapport, en fait. Non, et surtout que c'est intéressant de voir que ces comportements ne sont que des réactions, ne sont que des conséquences de vrais problèmes. Et tant qu'on ne met pas le focus sur, en tout cas l'intention sur le vrai problème, on va perpétuer. Et on nourrit nous-mêmes les problèmes de nos enfants tant qu'on ne les a pas écoutés sur ce qu'ils ont à évacuer. Il faut savoir que tout ce qui ne sort pas reste enfoui. Et il y a un moment, quand on pose un couvercle sur une cocotte minute et qu'on continue à laisser le feu sous la cocotte, ça va exploser. C'est pareil pour nos enfants, c'est pareil pour nous en tant qu'adultes, c'est pareil pour tout le monde. Donc il y a un moment, il faut décharger. Il faut aussi que nos enfants puissent décharger leurs émotions. Et il faut arrêter de prendre la conséquence comme l'acte à punir, en tout cas l'acte à mettre en lumière, mais au contraire, qu'est-ce qui s'est passé pour que le petit Elliot insulte sa maîtresse? Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'éducation dite positive? De vouloir parler à l'enfant, de ne pas le brusquer, de vouloir le rassurer quand il montre de l'angoisse ou de l'agressivité? Pourquoi ce serait pas bien? Je regrette pas du tout. Enfin, je souscris pleinement à l'éducation positive telle qu'elle a été théorisée au départ dans le monde anglo-saxon. Le problème, ça a été sa traduction par des spécialistes autoproclamés en France qui ont renié
Petite marque d'arrêt sur les spécialistes autoproclamés. Il y avait des insultes qui ont dû passer dans le cerveau. On sent qu'elle a des problèmes avec Fiyoza Agegen. On sait pas ce qu'il y a, mais pour moi, il y a une autre histoire derrière tout ça, parce que là, on est vraiment dans l'attaque personnelle, c'est-à-dire des spécialistes autoproclamés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ils sont pas débarqués en disant on est spécialiste autoproclamé de la parentalité. C'est comme si on disait la même chose pour elle. Donc, en fait, ce qu'elle vient de dire, pour moi, pour un psychologue, ça me paraît ahurissant. Ça ne veut rien dire. En tout cas, c'est sans fondement. Mais non, mais oui, c'est ça, il y a rien derrière. Enfin, je veux dire, c'est de la politique, quoi. Tu balances des trucs comme ça, et puis, bah, les gens qui vont attraper ça au vol, ils disent, ah, super, elle est géniale, merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais il y a pas d'argument, il y a rien. Bref, continuons. Toute la dimension punitive, évidemment, des punitions non violentes. Voilà, c'est ça le... Alors, l'idée aussi de je souscris à l'éducation positive d'avant, de je sais pas quoi, comme c'était avant. Alors déjà, elle parle de punition, donc à quel moment... Enfin moi, je connais pas, j'ai regardé chercher un peu sur Internet, je ne connais pas d'éducation positive anglo-saxonne où il y a une dimension punitive. Ça n'existe pas, hein. Tu peux pas parler d'éducation positive si tu punis ton enfant, ça n'a aucun sens. Mais c'est intéressant parce qu'elle dit je suis pour les punitions non violentes. Oui. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une punition non violente? Parce que si c'est la conséquence de nos actes, alors ok, mais appelons ça des conséquences, pas forcément des punitions. Quand un enfant casse un verre, ok, il va devoir le nettoyer, le mettre à la poubelle. S'il casse un objet, on va trouver aussi une conséquence. Et c'est ça qui est intéressant de voir qu'il y a un curseur, qu'il y a une ligne, que par exemple l'autoritarisme, ça va être de dire ok, file dans ta chambre. Et pendant ce temps-là, on prend l'appel, le ramasse-bourrier, on nettoie le verre. Le laxine, c'est bon, ok, c'est bon, t'as pas fait exprès, on va le faire. Non, en fait, ni l'une ni l'autre ne sont des solutions adaptées et adéquates à la situation. La vraie chose, ce qu'il faut réellement faire dans ce moment-là, c'est de dire, ok, ça peut arriver à tout le monde, même nous, on peut casser des verres, hein, j'ai envie de dire, à qui ça n'arrive pas. Et on va montrer à l'enfant, on va aller avec lui, s'il sait pas, on va aller lui montrer où est la balayette, on va peut-être lui commencer à lui montrer, on va lui proposer de faire, on va ramener, on va lui dire, est-ce que tu veux le porter jusqu'à la poubelle? Et il va pouvoir décharger le contenu, ramasser la balayette, tout ça avec nous, à nos côtés, en tout cas dans les premières fois. Si évidemment c'est le 20e verre qu'il casse, peut-être qu'il saura le faire, parce qu'il y aura eu cet accompagnement en amont. Et c'est ça en fait le vrai problème de ce que dit Caroline Goldman à ce moment-là, c'est que le vrai problème c'est avons-nous la patience pour le faire, l'espace, la disponibilité, l'énergie pour accompagner son enfant à travers cette posture de bienveillance. C'est ça le problème en fait, c'est que évidemment je suis en faveur, comme tout psy pour enfants et toute personne élevant des enfants à l'ère contemporaine, je suis en faveur de l'explication, de la tendresse, de l'amour et même de l'humour, de la séduction pour éviter le conflit. Mais il y a un moment où le désir de l'enfant se heurte à la bienséance et au confort de l'environnement et à son confort de lui-même, quoi. Ok, logique. C'est tout à fait normal, évidemment, comme n'importe qui. Si vous partir en 15 jours en vacances avec des amis, vous allez voir que les besoins de l'autre famille vont se heurter à vos besoins. Enfin, il n'y a rien de plus logique que ça, donc évidemment que ça arrive avec nos enfants. Par contre, il y a un moment, il faut faire prendre conscience à l'enfant que nous aussi, on a des besoins, que eux aussi en ont, et de voir de quelle manière on va pouvoir les assouvir. Peut-être qu'on va les assouvir différemment, peut-être de manière différée. En tout cas, on va trouver des solutions, on va créer un espace dans lequel les besoins sont pris en compte. Donc déjà, par l'écoute, c'est important que l'enfant puisse verbaliser son besoin et qu'en retour, il puisse comprendre que nous, à travers notre posture, on est là pour l'aider. Mais peut-être que la solution, elle va pas se faire instantanément, mais qu'elle va être faite de manière différente ou différée dans le temps. Ouais, ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que elle met deux choses en parallèle, mais qui ne s'affrontent pas en fait. C'est-à-dire, elle dit, je souscris à une parentalité positive anglo-saxonne, avec des punitions, donc on comprend pas trop ce que c'est d'ailleurs, il n'y a pas de source, ça aurait été intéressant de savoir, et elle explique que l'enfant va se confronter à la réalité du quotidien, c'est-à-dire, nous on décide que, je sais pas, l'enfant c'est ok qu'il monte sur le canapé, dans notre famille c'est pas ok, l'enfant faut bien lui expliquer, c'est les règles de la famille à respecter, mais à aucun moment, dans la parentalité positive, on dit, on est contre ça, c'est logique en fait. Donc c'est bizarre de mettre les deux comme ça à s'affronter, ça n'a ni queue ni tête. Exactement, mon Amélie, c'est les mots que je cherchais.
Vous dites lorsque les enfants sont turbulents, le sous-titre en réalité c'est papa, maman, arrêtez-moi. Dans ces moments-là, vous dites ça sert à rien de crier, mais ça sert à rien non plus de discuter, de faire la leçon ou de répéter. C'est même une catastrophe. Oui. Les mots n'ont plus aucun impact. Oui. Là, vous reniez tout l'enseignement de Dolto. Ah bah, pas du tout. Bon, déjà, je pense que Dolto, faut qu'on passe à autre chose. Hein. On est en 2023, les gars. Dolto, c'était bien, c'était pour nos parents. Dolto, on est passé à autre chose. Hein. Et en fait, on est quand même d'accord sur le fait que ça sert à rien de parlementer des heures avec son enfant, à lui expliquer des trucs, et à un moment, voilà. Et c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi. Est-ce que ça sert à rien? Tout simplement parce que au moment, peut-être, où il y a quelque chose qui se passe, bah, en fait, on est tout simplement pas dans l'état, la posture pour accueillir ça. Et qu'en fait, on est dans un degré où on n'en peut plus, on est fatigué, on a des soucis dans la tête, on a envie d'aller dormir, d'aller regarder une série, d'aller lire un livre, et qu'en fait, on va pas, absolument pas avoir la posture d'accueil, de bienveillance pour pouvoir expliquer à notre enfant. Et puis c'est peut-être aussi tout simplement pas le moment. Imaginez, vous passez à table, il fait un truc, bah vous allez pas partir 10 minutes alors que le repas est chaud sur la table prêt à être mangé. La parentalité positive, c'est là encore, c'est on mélange le laxisme. C'est on connaît tous quelqu'un, vous avez toujours vu quelqu'un, par exemple, je sais pas, le petit Nicolas, il met une baffe, je sais pas, à sa grand-mère, n'importe quoi. Et on imagine, les gens s'imaginent que la parentalité positive, c'est la maman qui arrive toute mielleuse. Dis donc Nicolas, c'est pas très bien de taper mamie. Non mais c'est pas ça. En fait, il faut avoir une réaction qui est adaptée à ce qu'a fait l'enfant. Si l'enfant, je sais pas, il tape sa grand-mère, tu dis mais attends, oh, tu fais quoi là? Peut-être qu'elle l'a tapé avant. Peut-être que la grand-mère l'a tapé avant, peut-être qu'elle a mérité la grand-mère d'ailleurs. Il y a une posture qui est adaptée à la situation. La parentalité positive, c'est pas lui dire « Dis donc Nicolas, tu recommenceras pas s'il te plaît. Hein. » Puis avec la grand-mère, c'est qu'elle a un gros là sur la joue. Enfin, ça a pas de sens. Mais encore une fois, ce sont des conséquences. Pourquoi est-ce que le petit Nicolas, il tape sa grand-mère? Si on creuse, il y a sûrement en fait une explication qui a besoin d'être pris en compte. C'est là-dessus en fait qu'il faut porter son attention. Le geste n'est que l'expression de, voilà, l'expression, enfin en tout cas la continuité de l'émotion qu'il est en train de vivre. Donc évidemment qu'il faut pas que ce geste se reproduise, bien sûr, mais on évitera que ce geste se reproduise que si on prend en compte la réelle cause en fait de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Tant qu'on ne met pas le focus là-dessus, l'enfant continuera de reproduire ses comportements violents. Pas du tout. Vous savez qu'on caricature Dolto en faisant croire qu'elle était dans un esprit no limite, mais elle a théorisé les castrations symboligènes qui parlent exactement de ça. C'est-à-dire qu'elle disait, comme tout psychanalyste d'ailleurs, il faut les aimer, évidemment, infiniment, il faut les sécuriser, mais il faut aussi leur offrir des limites éducatives pour qu'ils soient des êtres sociaux qui s'épanouissent à l'extérieur de la maison. Alors, votre méthode à vous, c'est le time-out. C'est quoi? Le time-out, c'est la mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun lorsque l'enfant a compris la règle, c'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qu'il fait... Petit regard sur la gauche, elle n'est pas très bien là. Est-ce que tu valides, toi? Oui, elle cherche un regard approbateur. Est interdit, donc là on le voit très petit, alors minois, qui se marre de nous voir surréagir quand il jette pour la 7e fois les Tupperware hors du placard, ou qu'il quitte notre main pour se jeter sous les roues des voitures, etc. Alors là, il y a 2 exemples qui n'ont absolument rien à voir. Il y a le petit enfant de 12, 18 mois, voire 2 ans, qui va acheter les Tupperware pour s'assurer que ça ferait toujours la même conséquence, que l'idée, et que voilà, il a besoin aussi. C'est un apprentissage, ça. Voilà, de faire l'apprentissage, quand il tape quelque chose, de voir si ça fait toujours le même bruit, c'est vraiment un apprentissage, que l'enfant qui va se jeter sous les roues d'une voiture. Bien évidemment, on est sur 2 cas de figure complètement différents, avec des postures parentales évidemment qui vont être complètement différentes aussi. Et ces 2 exemples, donc comme tu le dis, n'ont rien à voir. Un enfant qui jette sur les roues de la voiture, déjà faut peut-être lui expliquer pourquoi c'est pas intéressant d'aller se mettre sur la route et qu'il vaut mieux rester sur le trottoir. Et ça, faut le réexpliquer très tôt et plusieurs fois. Là encore, ça veut dire que on lui parle d'histoire de time out, donc ça voudrait dire que si l'enfant il lâche la main pour courir sur la route, on va le punir. Là encore, c'est quoi la dimension éducative? Et faut m'expliquer. L'enfant qui prend des Tupperware, qui les jette par terre pour entendre le bruit, pour jouer avec, le punir, c'est quoi la dimension éducative? Parce que on parle d'enfants là qui sont très petits, hein, c'est-à-dire que tu fais ça vers 12-18 mois. Donc c'est-à-dire qu'on va punir un enfant, donc un time out, pour quelque chose qui fait, enfin jouer de façon naturelle, et le punir pour ne pas se jeter sur les roues de la voiture. Enfin, il n'y a pas de lien. Mais non, mais c'est incroyable d'ailleurs. D'ailleurs, c'est fou même de se dire, peut-être que vous voyez cette vidéo et pour vous ça vous paraît logique, mais essayez de réfléchir en fait à comment votre enfant
peut comprendre ça. C'est-à-dire, imaginez-vous, un enfant de 12, 18 mois. Comment il peut... qui parfois ne sait même pas marcher. À 12 mois, tu sais des fois même pas marcher. Qui parle à peine. Comment son cerveau est capable de faire le lien, de dire, ah tiens, j'ai été puni dans ma chambre parce que quand on a été sur la route, j'avais... Non mais stop. Ou qu'il arrache les cheveux du petit bébé qui vient nous visiter le dimanche. Bon, ils savent très bien que c'est interdit, on leur a dit 100 fois. Et pourtant... Déjà, on leur a dit 100 fois. Ouais, Là, on leur a dit 100 fois, la posture du psychologue, elle est quand même assez étonnante, quoi. Leur dire 100 fois, là, c'est hyper émotionnel, ce qu'elle dit. Tirer les cheveux de l'enfant, il y a peut-être, je sais pas, comment on gérerait ça? Ben, on lui montre évidemment qu'un enfant, notamment un petit enfant, je parle d'un enfant qui va peut-être avoir moins de 3-4 ans, bah, a très envie de voir ce bébé puisque tout le monde montre de l'intérêt pour le bébé. Lui aussi, il veut montrer de l'intérêt pour le bébé. Sauf que du haut de ces quelques années, ben, l'expression verbale de son émotion peut être plus ou moins violente. Et donc évidemment qu'on va montrer à l'enfant, tu peux lui caresser la tête comme ça. Tout doucement. Il est petit, il est fragile. Et en fait, l'enfant, lui, a besoin qu'on lui montre, qu'on lui explique comment fonctionnent les choses. Exactement comme vous, quand vous occupez un nouveau poste, on va vous former. Vous allez avoir 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas, de formation. Ben, c'est exactement pareil. L'enfant est un adulte un futur adulte en formation. Il est en train d'apprendre les codes de la société, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc, il a besoin qu'on lui montre. Ça passe par notre posture. Et encore, on lui a répété 100 fois, donc à un moment, c'est quoi? On le punit au bout de la combienième fois? Moi, je comprends pas, en fait, qu'on puisse dire des choses comme ça m'échappe réellement. Ou même, on lui a dit 3 fois, donc en fait, c'est à partir de quand qu'on punit? Et en fait, j'ai envie de dire que si on lui a dit 100 fois et que l'enfant le fait toujours, c'est que très clairement, il ne l'a pas compris. Bah, oui. Donc, dans ce cas-là, ça sert à rien. Elle peut lui répéter 300 fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Tant que l'enfant n'aura pas compris, bah, on va le répéter inlassablement. Donc, plutôt que de répéter les choses bêtement comme un perroquet de manière mécanique, plutôt s'assurer que l'enfant ait compris le message, ou en tout cas l'enseignement qu'on veut lui faire passer. Et pourtant, ils le font sciemment, nous regardant avec un air un peu de défi. Bon, là, on se dit... Alors, s'il y a un air de défi, c'est-à-dire qu'on a déjà défié notre enfant. L'enfant, il a quel intérêt de nous défier? Il n'a pas d'intérêt de nous défier. Si nous, on l'a déjà défié, bah ok, il y a une posture qui s'est installée. Encore une fois, l'enfant ne sait pas ce que c'est que le défi. S'il nous regarde d'un air de défi, c'est peut-être pour tester notre réaction. Est-ce qu'on va avoir la même réaction, encore une fois, que les fois précédentes? Il a besoin de repères, il a besoin de se constituer ses repères. Et tout dépend aussi de l'âge de l'enfant. Un enfant de 12 mois, en effet, il va vouloir valider avec vous. La dernière fois, t'as réagi comme ça, je te remontre, est-ce qu'on réagit pareil? C'est sûr que si l'enfant il a 5 ans et il tire les cheveux du bébé, on va pas avoir la même réaction. Donc là aussi, on imagine qu'on parle d'un petit enfant, mais enfin, moi j'ai un peu du mal à... Enfin, le discours, il est vraiment bizarre. Bon, là, on se dit, l'amour ne suffira pas, on a un rendez-vous d'un autre genre avec notre enfant. Donc, pour ne pas crier, ne pas taper, ne pas leur en vouloir, tout ça, c'est vraiment très immature, en fait, comme attitude parentale. Il faut trouver une alternative qui soit la moins pire. C'est comme la démocratie. La moins pire des alternatives, c'est, écoute, tu n'as pas le droit de le faire, donc tu vas dans ta chambre, je te sortirai quand la punition sera terminée. Alors, on reste très calme, on parle exactement comme je vous parle maintenant. C'est totalement dépassionné. Si vous êtes parent, vous savez que c'est très compliqué de dire à son enfant avec le sourire et le calme, monte dans ta chambre, mon chéri, tu es exécrable, je n'en peux plus. Non, en vrai, on est d'accord, c'est pas possible. Il y a un moment, ce time out, donc le fait de mettre l'enfant à l'écart, c'est bien parce qu'on n'en peut plus. Donc moi, je suis assez pour le time out, mais le mien, en fait, c'est que si moi je ne peux plus accepter, en tout cas vivre une situation, c'est moi qui m'en vais en fait. C'est moi qui vais m'écarter pour me reconnecter à mon émotion positive et revenir dans des meilleures conditions. Mais pas l'enfant. L'enfant, lui, il est dans l'expression de ce qu'il vit, de ses émotions, de sa journée, etc. Et puis, il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est que si, par exemple, imaginons on est à table. Et on a un enfant qui chahute, qui gigote, qui balance tout par terre, pourquoi pas. Ou qui ne veut pas manger. On peut très bien proposer à l'enfant, est-ce que tu veux sortir de table? Peut-être que tu n'as plus faim. Et peut-être que tu veux sortir de table. Mais dans ce cas-là, la mise à l'écart doit être consentie. L'enfant doit accepter le fait que, ok, moi j'en ai marre, j'ai pas faim, ça me saoule d'être ici, c'est trop long, le repas est trop long, et je m'en vais. On peut aussi faire une sorte de time-out. Alors time-out, c'est juste dans ces mots employés par certains psychologues, c'est juste punir dans la chambre. Hein. Donc on a remis un nouveau mot, une sorte de nouveau mot marketing pour rendre plus sexy une punition dans la chambre. Punition dans la chambre, là où l'enfant dort. Si on fait un lien, on se dit que si le soir il arrive pas à s'endormir,
peut-être qu'on réfléchisse à est-ce que c'est Quel est l'ancrage? Voilà, quel est l'ancrage sur l'endroit. Et là encore, si on arrive avec son enfant de façon dépassionnée, calme, comme je vous parle, d'emmener ton enfant parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, dans le calme, dans la chambre, pour l'enfermer dans la chambre, t'es un psychopathe. Hein. Là, faut aller voir un autopsie. Hein. Parce que forcément, il y a de la passion. Ton enfant, il fait quelque chose qui va pas. Donc, émotionnellement, tu es pris. Et même nous, quand on fait cette vidéo, on est pris aussi par nos émotions. Elle aussi, elle est prise par ses émotions. Elle a beau être psychologue ou autre, on voit bien dans son regard qu'elle est prise par ses émotions parce que on parle de la chose qui est la plus importante pour un papa ou une maman, ses enfants. Donc ça ne peut pas être dépassionné, ce n'est pas possible. Et puis j'ai envie de dire que si c'est réellement dépassionné, dans ce cas-là, on est dans la posture de pouvoir parler avec son enfant, de pouvoir lui expliquer nos attentes, nos besoins, rappeler les règles fondamentales, valider avec l'enfant ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il est prêt à faire, etc. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça a un sens dans le fait où, si c'est punir pour punir, et du coup, en fait, jusqu'à temps que la punition est levée, mais on sait pas trop, je crois qu'elle en parle après de... Ah on va y C'est une venir, attitude très girafe face à une petite fourmi qui déborde et qui appelle des limites, voilà, donc on lui offre les limites. Vous dites il faut expliquer 3 fois au Oui. moment de la transgression. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas parce bien. que tu fais du mal à ce petit bébé qui ne peut pas se défendre, parce que si tu te jettes sous les roues d'une voiture, tu peux mourir et on serait extrêmement triste, et évidemment. Et bon, on explique, hein, et les Tupperware, je ne vais pas les ranger 500 fois tous les jours parce qu'on a d'autres choses à vivre ensemble. Et puis, en fonction évidemment de la pâte. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi 3 fois déjà? Pourquoi? Ouais, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Quelle est cette jauge de 3? Est-ce qu'il y a une explication scientifique au fait qu'il faut répéter 3 fois? Et puis là, on voit dans quelle posture elle se place. C'est que on ne va pas ranger les Tupperware 500 fois dans la journée parce qu'on n'a pas que ça à faire. Un chien qui aboie, je ferme. Mais il faut bien avoir conscience que ce n'est absolument pas au rôle de l'adulte de ranger les Tupperware. Dans une posture bienveillante et positive, tout ce qu'on veut, on va soit peut-être les ranger avec l'enfant s'il est trop petit, mais en l'occurrence, s'il est assez grand pour le faire, il va le faire lui-même. En fait, il peut sortir les Tupperware, mais il va les ranger. Et s'il est trop petit, encore une fois, on va le faire avec lui pour lui montrer comment faire, pour qu'il puisse devenir autonome là-dessus. Puis là encore, moi je comprends même pas qu'on puisse donner cet exemple de 3 fois. En fait, ça me choque profondément au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire que si tu lui dis 3 fois, l'enfant il ancre 3 fois, donc quand tu lui diras une première fois, il va rien se passer. Donc si tu dis juste comme ça, tu laisses les Tupperware dans le placard, ou généralement c'est une façon négative, c'est tu ne sors pas les Tupperware du placard. Ok, en fait il se passe rien. Il sait qu'il a 2 bonus. Il y a juste l'info, il y a une deuxième, tu vois, et puis on va à une troisième. Donc et puis l'enfant il peut même pas faire ce calcul là en fait, mais ça n'a aucun sens de dire au bout de 3 fois. C'est-à-dire que il aurait des cartouches. Non, si tu veux pas que ton enfant il ne sorte pas les Tupperware du placard, ok, c'est ta décision. Tu le dis une fois et on le fait ensemble une fois. Mais si tu répètes et tu répètes et tu répètes, tu peux répéter. Et si c'est vraiment important, tu enlèves les Tupperware du placard et tu mets quelque chose avec lequel il peut jouer, enfin en tout cas qu'il peut utiliser, qu'il peut manipuler, et tu enlèves en fait l'objet des gens. Nous en tout cas c'est comme ça qu'on a fait avec nos enfants, c'est que tous les objets auxquels on ne voulait pas que les enfants accèdent, on les a enlevés. En tout cas on les a enlevés de leur zone de prise. Mais moi je suis choqué quand même par le coup des 3 fois. Non mais ça me choque profondément. Je me dis mais incroyable. La patience de chaque parent, parce qu'elle varie d'un foyer à l'autre. Hein. Moi, par exemple, j'avais pas du tout de patience et je m'en réjouis parce que du coup, j'ai des enfants très sympas. Mais vous... Petit rire de décharge. C'est clair. Je n'avais pas de patience et j'ai des enfants très sympas. Alors, allez, t'es venu pour raconter ton histoire de mère, t'es venu parce que tu es psychologue. C'est quoi le rapport en fait à n'avoir pas de patience et avoir des enfants sympas? Est-ce que en fait notre objectif c'est d'avoir des enfants sympas pour montrer une belle image aux autres, ou c'est pour que l'enfant il soit heureux et se construise de façon épanouie? Et puis j'ai envie de dire que pour une psychologue c'est étonnant de dire ça parce que on sait que la patience on n'est pas avec, ça se travaille, ça se cultive, ça s'apprend. Oui. Et que souvent en fait
quand on arrive à un manque de patience, c'est qu'on est débordé par d'autres choses. Ça peut être des soucis du travail, des soucis dans la famille, des soucis dans le couple. En tout cas, qu'il y a quelque chose qui va pas, la fatigue, voilà, tout simplement, la mauvaise alimentation. Bref, il y a plein de choses. De toute façon, vous le savez très bien, si votre enfant est fatigué et si vous êtes fatigué, c'est le cocktail explosif. C'est ça. Donc, patience, pas patience. Quand enfant sympa, enfin, quand vous avez le temps, quand vous n'êtes pas pris, par exemple, prenez le week-end. Le week-end, c'est pas grave si on traîne un petit peu plus. Peut-être que vous êtes beaucoup plus patient parce que vous savez que vous avez plus de temps et qu'à un moment, cette patience, il faut avoir conscience que c'est pas quelque chose qu'on est avec ou pas, c'est juste quelque chose qui se travaille. Donc, dire que je ne suis pas patiente, c'est juste dire, en vrai, j'ai été trop feignante pour travailler sur ma patience et voilà, j'ai refusé ce développement, on va dire, personnel, et j'ai été prendre des solutions beaucoup plus archaïques, beaucoup plus faciles, qui étaient déjà préenregistrées, qui sont la punition, et puis basta, le fait que je sois supérieure à l'enfant, et que c'est comme ça, un point, c'est tout. Alors, c'est normal qu'elle ait des charges émotionnelles, hein. Même si elle est psychologue, elle est humaine, c'est totalement normal, hein. Mais là où je trouve que c'est un petit peu plus étonnant, c'est que j'ai écouté d'autres contenus de Karen Goldman avant de faire cette vidéo, et elle met vraiment en avant que elle est psychologue, donc elle sait. Vraiment, c'est un des arguments principaux, c'est on fait comme ça parce que je suis psychologue. Donc si tu es psychologue, bon, je pense que les enfants sont encore jeunes, on sent le trop plein d'émotions, donc ça va pas ensemble. Soit tu as une posture détachée, donc tu n'es pas pris par tes émotions, et tu arrêtes de dire que tu es psychologue, c'est-à-dire que tu as le savoir uniquement parce que tu es psychologue, soit tu acceptes de dire je suis aussi maman, je suis psychologue, j'ai mes émotions, voici aussi mon retour d'expérience. Mais vous dites, à un moment, on arrête d'expliquer et on dit, va dans ta chambre ou va au coin. Oui. Moi, je suis plutôt pour la chambre. Hein. Pour la chambre. Pourquoi ? Combien de temps ? Vous dites, ça dépend de ce qu'il a fait, oui. de l'acte de désobéissance et de son âge, évidemment. Bien sûr, oui. C'est-à-dire ? Alors, moi, j'ai commencé dès 1 an, donc... Moi, j'aurais quand même revenir sur le fait, je préfère le coin que la chambre. Enfin, pourquoi, en fait ? Parce que c'est basé sur quoi ? Bon, après, elle a peut-être pas eu le temps d'expliquer, mais le coin, c'est quand même bien barbare, quand même. C'était 1 ou 2 minutes. Donc elle a commencé très, très court. À 1 an, vous envoyez dans la chambre. Hyper calme. À 1 an, l'enfant ne peut souvent pas marcher lui-même, donc il faut l'amener dans la chambre. Ça paraît quand même. Je pense que je sais même pas si elle Si elle conceptualise ce qu'elle est en train de dire. Si elle l'a réellement fait. Je pense qu'elle a dû oublier. C'est assez bizarre. Est-ce que tu as le droit d'arracher les yeux de ton petit frère ? Non, tu n'as pas le droit. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Donc on va faire une petite punition. Voilà. T'as pas le droit d'arracher les yeux de ton petit frère. C'est pour ça que je te le dis. On va faire une petite punition. Ok. Évidemment, la punition fonctionne pas. Sinon, il arrêterait de tirer les cheveux et d'arracher les yeux. Ça fait quand même beaucoup de sujets autour de la violence entre frères et sœurs. Et qu'est-ce que ça apprend à l'enfant ? Ça n'apprend pas à l'enfant à prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur. Ça lui apprend surtout à, quand maman, elle me voit pas, je vais pouvoir mettre des coups à mon petit frère. Voilà, on le met dans sa chambre. Et vous savez, l'exemple que je viens de donner là, c'est un exemple d'éducation canine à la base. C'est-à-dire que le chien, il faut, comme tout mammifère, hein, comme tout être qui est capable de comprendre, qui a une certaine intelligence, il faut lui faire comprendre la règle, qu'on soit là ou pas. Parce que le chien va se dire, je peux faire ça si mon maître est pas là, et je peux pas faire ça si il est là. Et l'enfant, le punissant, simplement, il va se dire, ok. Si maman me voit tirer les cheveux de mon frère, je peux être puni. Donc, pour lui tirer les cheveux, il faut que je le fasse quand maman n'est pas là. Il rallouille 30 secondes et puis on le récupère au bout de 2 minutes. Et puis au bout de 3 fois Attends, je vais remettre ça. d'arracher les yeux de ton petit frère, non, tu n'as pas le droit. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Donc on va faire une petite punition. Voilà, on le met dans sa chambre. Il rallouille 30 secondes et puis on le récupère au bout de 2 minutes. Et puis au bout de 3 mises à l'écart, l'enfant n'arrachera plus jamais les yeux de son petit frère. C'est quand même hyper rentable. À 5-6 ans, c'est combien de minutes ? Mais ça dépend, mais ça peut être 2 minutes si c'est une toute petite bêtise, par exemple. S'ils disent un gros mot intempestif, on n'a pas envie. Alors attends, on va revenir sur le truc du gros mot. Il y a beaucoup de choses. Déjà, j'ai envie de dire 2 minutes, c'est long. Faites la planche pendant 2 minutes. Vous allez voir à quel point c'est long. Alors surtout, il chialouille pendant 30 secondes. Donc en fait, il chialouille, tu le mets dans la chambre, tu fermes la porte. Donc il chialouille derrière. Non, il est en train d'hurler derrière la porte, en train de taper sur la porte. Et on le récupère au bout de 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 minute 30 calme. Donc on attend. Voilà, enfin, incroyable.
C'est clair. C'est incroyable, non? Déjà, Je sais pas, c'est ouf. Non, déjà, mais conceptualise-le. moi, c'est moi énorme. j'arrive pas à conceptualiser parce que l'enfant va pas se dire bon allez ça fait 30 secondes, ok je vais attendre pour que ça passe plus vite. L'enfant n'est pas évidemment, en plus là on parle d'un enfant qui a 1 an, hein, donc déjà c'est pas possible. Et puis un enfant qui est en colère, il va avoir besoin d'aide, ou enfin qui est dans une violence, dans une émotion de violence, va avoir besoin d'aide pour pouvoir repasser dans une émotion beaucoup plus calme. Donc si c'est pas l'adulte qui l'aide à revenir à cette émotion, ça ne marchera pas. L'enfant ne va pas avoir cette capacité à se calmer tout seul. C'est déjà très dur en tant qu'adulte de se dire allez, je respire, je prends sur moi et j'y retourne. Imaginez un enfant qui a 1 an ou voire 2 ans, c'est impossible. On parle de quelque chose qui est impossible. Là, c'est l'exemple d'un enfant d'1 an. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, 1 an, c'est un bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on le laisse hurler tout seul. Enfin, c'est... Même un enfant de 10 ans va encore avoir des difficultés à repasser au calme par lui-même. Il va souvent avoir besoin de l'aide d'un adulte qui va le contenir, qui va le prendre dans ses bras pour repasser sur une émotion positive. Car l'enfant n'arrachera plus jamais les yeux de son petit frère. C'est quand même hyper rentable. À 5-6 ans, c'est combien de minutes? Mais ça dépend, mais ça peut être... Là, on sent la petite moquerie quand même de Léa Salamé ça qui la dépend. titille. Ça dépend, mais à un moment, elle explique, alors c'est au bout de 3 fois, c'est précis, et après, on sait plus. Ça dépend de la punition. Donc quand il aura 15 ans, c'est quoi en fait la punition? C'est quoi? Il faut que ça monte crescendo. Et puis 3 heures. C'est n'importe quoi. Enfin, ceci dit, tu sais, les heures de colle au lycée, c'est un peu ça. On les colle pendant plusieurs heures. C'est totalement inefficace, parce que c'est toujours les mêmes qui sont collés. C'est clair. Mais ça peut être 2 minutes si c'est une toute petite bêtise, par exemple. S'ils disent un gros mot intempestif, on n'a pas envie qu'ils déplacent ça à l'école devant la maîtresse et devant les grands-parents, les nounous, etc. Ça, c'est vraiment attaché au regard des autres. On ne veut pas que notre enfant dise ça parce que du coup, ça vient nous toucher nous, dans notre rôle de père ou de mère. Si notre enfant dit des gros mots, les autres vont penser qu'on n'est pas des bons parents, en tout cas qu'on ne sait pas tenir ses enfants. Les nounous, etc. Donc là, ça peut être 1 minute. Moi, quand il me coupait la parole à table, par exemple, c'était 1 minute. C'était histoire d'eux, quoi. Quand il coupait beaucoup. J'ai bien aimé le histoire de... c'est fou. En fait, j'ai marqué un temps d'arrêt. C'est histoire de marquer le coup. Histoire de... Voilà. Tu m'as coupé la parole. Ouais, attends. Il coupait beaucoup la parole, je veux dire. Hein. Évidemment, on met en garde avant. Bon, et puis quand ils ont 12 ans et qu'ils ont volé des trucs dans le sac des parents, alors évidemment, il faut quand même que Alors là, on passe d'un bébé déjà qui avait 1 an, qui arrachait les yeux de son frère, à un enfant de 12 ans qui va voler dans le sac de ses parents. Donc on a eu de toute façon là toute l'avancée de l'enfant qui a été puni depuis 1 an, et à 12 ans, il en vient quand même à voler dans le sac des parents. C'est ça. Est-ce que la punition fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Bon, ça me paraît quand même assez... Moi, je n'ai jamais volé bon, j'ai été puni, mais dans le portefeuille de mes parents. Visiblement, si elle raconte cette histoire, c'est que ça a dû lui arriver. Peut-être qu'il faut remettre en cause des petites postures éducatives en amont. Ah mais clairement, parce que là, en fait, très clairement, en quelques secondes, on a compris la projection où elle voulait en venir et sûrement ce qu'elle a vécu, j'imagine, ou en tout cas ce que vivent ses patients. Et le truc, c'est que ça montre bien toute l'inefficacité du système de punition, parce que justement, on en arrive qu'à faire aggraver les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans avoir vu la vidéo, je vous ai dit que il y a un moment, quand le petit Elliot de 5 ans insultait sa maîtresse, quand il va grandir, ça va dégénérer, ce sera plus des insultes, il va balancer la trousse. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on arrive à 12 ans, en fait, l'enfant vole ses parents. C'est tout à fait le schéma, en fait, de ce qui va se passer quand on est dans une posture d'éducation punitive. En fait, là, on part du principe que les enfants sont pas des êtres logiques qui font des trucs mal. Donc c'est toute la posture de cette interview, c'est qu'on part de ce principe-là. Donc en fait, faut le punir à 1 an, faut le punir à 2, faut le punir quand il coupe la parole, faut le punir quand il vole dans le sac, faut le punir quand il tire les cheveux de son petit frère. En fait, c'est toute l'éducation est basée sur la punition. Donc si la punition était efficace, il y a un moment, t'as plus besoin de punir en fait. Voilà, à 1 an et demi, c'est terminé, j'ai envie de dire. Oui, c'est bien quand même la preuve que c'est inefficace. Pour que l'enfant arrête ce comportement-là, il faut agir en amont. Oui, ma belle, on fait la vidéo? On a bientôt fini, d'accord? Merci, ma chérie. Évidemment, il faut quand même que je dise bien que tous les symptômes d'agitation et de transgression des enfants ne relèvent pas d'une problématique de limite éducative. C'est ce que j'allais vous dire. Bien ce n'est sûr. pas que ça. Parfois, il y a une vraie angoisse, un vrai mal-être, etc. Là, je parle des enfants
normaux qui appellent les limites éducatives normalement les enfants sains, entre guillemets, sans psychopathologie lourde, ou les enfants qui ont des troubles du comportement fondés par un manque de limites éducatives. Caroline Goldman, vos propos et votre méthode est contestée. Il y a eu une tribune récemment de 280 chercheurs dans le monde qui vous ont vivement répondu. En clair, on vous reproche de vouloir dresser les enfants et pas de les éduquer. La pédiatre Catherine Guéguen, l'une des figures de l'éducation positive, vous répond. En Suède, le time-out est considéré comme quelque chose d'inadmissible. Quand un enfant est en colère, on n'a pas à l'enfermer. Et imaginer qu'un tout petit de moins d'1 an puisse jeter son assiette de purée par terre pour appeler les limites éducatives, c'est une erreur. À cet âge, l'enfant fait des expériences, il ne fait rien à dessein, il ne manipule pas, il n'a pas encore appris à gérer ses émotions. L'enfermer dans sa chambre, qu'est-ce que ça va lui apprendre ? Alors là, il y a 1000 choses à dire. D'abord, c'est pas 280 chercheurs du monde entier du tout. Il y a des historiens médiévaux, des comptables. Enfin, ils ont fait vraiment une espèce de racolage à grande échelle qui ne dit absolument pas du tout de consensus scientifique contre le time-out. Ensuite, à propos de la Suède, moi j'attends qu'une grande enquête soit faite sur la santé psychique des enfants suédois et des adultes élevés de cette façon-là. Je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne vois rien sur le taux d'infanticide, le taux de violence. Enfin, donnez-moi des stats qui me disent que vraiment la société va mieux. Alors, au lieu de dire donnez-moi des stats, déjà va les chercher. Parce que ces stats, elles existent forcément. Je sais plus quel organisme mondial suit ça. J'ai été voir vite fait avant. La Suède se place mieux que la France. Elle n'est pas de numéro 1. Dans les numéros 1, c'est toujours des pays du Nord, des pays scandinaves. C'est souvent Suisse, Danemark, Finlande. Il y a quoi encore L'Islande. Ouais, je sais plus je crois qu'il y a l'Islande. Des pays qui développent quand même un certain niveau d'intelligence. Donc ça existe. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre. On va pas lui donner ça. Il suffit d'aller les chercher. Et puis, j'aime bien parce que, bon, là, c'est vraiment sur du non-verbal, mais elle dit il y a 1000 choses à dire, mais on le sent déjà qu'elle galère à trouver la deuxième, et on va voir s'il y en a d'autres, mais finalement, je sais pas s'il y en a tant que ça, en fait. Ça aurait été bien, je crois qu'elle le fait pas, mais qu'elle réponde réellement à ce que dit Catherine Guéguen, de façon factuelle, plutôt que de dire, il y a des historiens et des comptables, oui, ok, peut-être qu'il... Ok, mais en fait, on s'en fout qu'il y ait des historiens et des comptables. C'est qu'est-ce qu'ils racontent, et en fait, ça aurait été intéressant qu'elle y réponde. Va mieux quand l'éducation où l'enfant n'a rencontré aucune limite est juste. J'ai plutôt entendu parler de taux de suicide très élevés chez les jeunes de 18-25 ans dans les pays nordiques. J'ai entendu parler dans les pays nordiques, donc déjà on n'est plus sur la Suède. Et puis on est sur son avis à elle. J'ai entendu. Donc c'est très finalement subjectif. J'ai regardé, moi j'ai rien vu de spécial là-dessus. Donc bon, à la rigueur qu'elle sache pas, ok, mais peut-être rien dire. Si on sait pas, on dit rien en fait. Dans les pays nordiques, je voudrais qu'on soulève les pierres là, parce que tout le monde est extrêmement affirmatif. J'attends la grande enquête. Vous aussi, vous êtes affirmatif sur les limites. Non. J'attends la grande enquête. Il peut pas y avoir de grande enquête. Imaginez-vous, même au niveau scientifique et statistique, il faudrait réussir à isoler exactement que grâce à tel type d'éducation, il y a plein de foyers différents en Suède et qui sont très différents, il faudrait isoler de façon précise que c'est ça qui fait tel résultat. Dans la science, ça c'est impossible. Il faudrait suivre des enfants avec un chercheur derrière chaque enfant pendant 30 ou 40 ans. On est sur de l'ordre de l'impossible. Donc, je trouve que quand on est docteur en psychologie, on sait comment fonctionne la science. Même s'il y a une enquête, en vrai, le taux de preuve, il est faible. Il serait faible. Sur les limites, oui, mais ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon boulot. Moi, je ne suis pas une observatrice historienne ou sociologue de la Suède, mais par contre, je sais ce que je vois, je sais quelle clinique je perçois. À propos de Catherine Guéguen, elle est pédiatre. Ouais, je suis affirmative, c'est mon boulot. Un peu d'argument, par dire c'est mon boulot, je suis affirmatif, c'est mon boulot, je sais, vous ne savez pas. C'est un petit peu dommage. Je viens d'une famille de pédiatres, ça n'est en aucun cas le même métier. C'est-à-dire que vous êtes psychologue, vous. Je suis psychologue pour enfants et parmi les signataires de la tribune. Voilà. Catherine Guéguen, au lieu de répondre, c'est dommage, elle aurait dû répondre à dire Catherine Guéguen plutôt que de dire elle est pédiatre, elle sait pas de quoi elle parle, moi je suis psychologue, je sais. C'est dommage. Il y a énormément de vendeurs de livres de parentalité positive, donc qui vivent de ce commerce, et énormément de personnes.
Elle est venue pour vendre son livre. C'est clair. Donc, bien évidemment qu'ils font leur commerce comme elle fait son commerce. Comme d'ailleurs un médecin fait son commerce, il vend son temps, il fait commerce de son temps. Personnes qui ne sont pas psychologues ou psychologues pour adultes. Ça n'est pas le même métier. Une autre. Ok, donc en fait, même si tu es psychologue, tu n'as pas le droit de donner ton avis. En tout cas, ils savent moins bien que elle qui est psychologue pour enfants. Aucun argument. Un autre point, vous êtes également en guerre, et ça va parler à beaucoup de gens, je suis sûre, contre les fameux diagnostics TDAH ou HPI. TDAH, c'est les troubles de l'attention, c'est ton enfant est hyperactif. Et HPI, alors ça, tout le monde a un enfant HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Tous les jours, quasiment, il y a un diagnostic, on dit ah non, il a des troubles de comportement, mais c'est parce qu'il est supérieurement intelligent. Vous dites, ça flatte les parents, mais c'est pas vrai. C'est encore une belle histoire. C'est une belle histoire. Les enfants ne sont pas pénibles, ils sont particulièrement brillants et intelligents. C'est complètement faux. La science, au même titre qu'elle a mis en perspective que être très intelligent n'était en aucun cas une souffrance, la science a aussi mis en perspective le fait que le time-out était bienfaisant et évitait les violences familiales. Donc, ce que me reproche cette tribune, c'est exactement le contraire de ce que la science a mis en perspective. Alors, sur les études du time-out, en effet, j'ai été vérifié, il y a des études sur le time-out. C'est positif dans certaines familles, puisque, en fait, ça vient limiter des violences, parce que tu fais autre chose que taper, donc tu as autre chose à faire. Forcément, mettre son enfant dans la chambre, c'est moins violent que taper, et c'est plus restrictif, on va dire plus violent que du laxisme. Donc, à un moment, ça peut marcher. C'est-à-dire que l'enfant, il va être puni sur un court terme, il va, pour éviter d'être puni, ça marche. Est-ce que ça lui apprend réellement à bien se comporter? En tout cas, à comprendre comment bien se comporter, c'est évident que non. Maintenant, la grande limite des études sur ce type d'études, il ne peut pas y avoir un chercheur derrière chaque enfant et derrière chaque parent dans toutes les familles. Donc, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que c'est les parents qui vont dire « Ok, voilà comment on a fait, est-ce qu'on a bien suivi le protocole quand vous avez demandé ?» Vu que personne n'est là pour vérifier, on ne peut pas savoir. On estime que les parents disent vrai. Et ils doivent sûrement dire vrai, mais on ne peut jamais vérifier si c'est vrai ou pas. Et surtout, c'est simplement sur un ressenti. Donc, c'est le niveau de preuve le plus faible en science. Donc, on ne peut pas dire « la science a mis en exergue que ». Non, ça montre des données qui sont intéressantes, mais aucunement, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il faille faire du time-out. Loin de là. Caroline Goldman, vous dites n'avoir aucun goût pour la médiatisation, notamment parce que la notoriété, vous l'avez connue. Vous êtes la fille d'un de nos chanteurs préférés, Goldman. Je laisse les gens trouver, c'est pas très dur. Aujourd'hui, on vous parle de vous partout. Vous êtes lu, vous êtes écouté, votre podcast, etc. Ça vous angoisse pas un peu ? Non, moi, la seule chose qui m'anime, c'est que les enfants aillent mieux, qu'ils sourient, qu'ils ne soient pas embourbés dans des croyances qui flattent les... Moi, j'ai juste envie de dire un truc, punissez votre enfant, vous allez voir le degré de sourire, d'épanouissement qu'il va avoir, plutôt que si vous le prenez en considération, si vous le considérez vraiment comme d'égal à égal. Égal à égal, ça veut pas dire que nous, on va se faire rogner dans nos besoins, dans nos désirs, dans nos envies. Il faut bien avoir conscience que des enfants épanouis seront le fait de parents épanouis. Et donc, il faut chercher à se développer soi-même, il faut chercher à s'épanouir soi-même et à faire en sorte que ça fonctionne pour tous les membres du foyer ensuite. Parce que l'enfant n'a pas le recul, n'a pas cette capacité d'apporter cette relation de confiance, de sérénité, d'épanouissement au sein de la famille. C'est à nous de faire ce job. C'est notre rôle en tant que parents de poser les bases, la structure, le cadre, les limites pour que chacun puisse coopérer, vivre, s'exprimer dans les conditions les plus favorables à l'épanouissement possible. Après, on peut vraiment la croire quand elle dit que qu'elle a envie que les enfants aient le sourire. On peut. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident qu'elle le pense réellement. Maintenant, la question, c'est à la fin, ça termine en disant, en gros, c'est la fille de Jean-Jacques Goldman. La vraie question à se poser, c'est est-ce que si elle n'avait pas été la fille de Jean-Jacques Goldman, elle serait dans les médias? Est-ce qu'elle aurait autant de crédit, autant d'écoute, autant de légitimité, voilà. Donc, si elle n'était pas la fille de... Il faut savoir qu'on est dans une ère où là, on est sur comme je disais au début, sur le positive parenting bashing. C'est-à-dire que on bâche la parentalité positive, c'est très à la mode, ça fait un an et demi. Il y a eu l'ère, la parentalité positive, c'est génial. Ah, en fait, les gens ne prennent pas ça à fond. Ils font des petits trucs, ils se rendent compte que ça marche pas.
Et donc du coup, ah bah non, c'est nul, c'est de la faute de la parentalité positive. Faut toujours un bouc émissaire. Et donc maintenant, c'est très à la mode de taper dessus. Son bouquin est réédité, qui est apparemment un bouquin de 2020. On la connaissait pas avant. Donc elle n'a pas pris cette ampleur en 2020 parce qu'il n'y avait pas ce moment où on pouvait taper sur la parentalité positive. Après, ce qu'elle dit, aujourd'hui, bon, elle n'est pas la seule à le dire, des psychologues le disent depuis des années et des années et des années. Il y a eu une ère justement où c'était cool, on n'avait plus ça dans les médias, donc beaucoup moins. Elle revient, enfin, elle est invitée aujourd'hui, bien évidemment, les médias y voient qu'il y a une psy, parce qu'il faut la blouse blanche pour les médias, qui dit que l'éducation positive, c'est pas top et qu'il faut punir. Ah, ça peut buzzer, ça. C'est la fille de Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est très, très, très intéressant. Moi, je serais un média, je l'inviterais tout de suite. C'est clair. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une éducation positive, oui, c'est difficile à mettre en place. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Et c'est aussi pour ça qu'elle est autant décriée. Parce que quelque part, les parents se déresponsabilisent des non-résultats, en tout cas des résultats qu'ils n'ont pas eu par rapport à leurs attentes. Ça, c'est important de le souligner parce que ça prend du temps, ça va nous pousser dans nos retranchements. C'est souvent le fruit d'un développement personnel. En fait, on appelle ça parentalité positive, mais on pourrait appeler ça développement personnel parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est moi, en tant que parent, je prends conscience de ce qu'est mon enfant, de mes besoins, de mes attentes, de ce que je veux créer. Et je vais mettre en place les efforts nécessaires pour y accéder et pour les créer. Et ça, c'est dur. C'est d'autant plus dur quand on ne l'a pas reçu soi-même. Je sais de quoi je parle. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir conscience que c'est un travail qui va demander de la pratique, du temps, de la régularité, de la constance, que ça va aussi peut-être nécessiter de tomber, de faire des erreurs, de peut-être parfois crier sur ses enfants parce qu'on n'a plus la patience. Et c'est ok, et c'est normal de le faire. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a nous-mêmes nos émotions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi quel est notre objectif, où est-ce qu'on veut aller. Et j'ai envie de dire, peu importe les biais qui seront validés sur nos côtés, ne cherchons pas à se dire « Ah bah c'est bien, elle a dit ça » ou « Non, ça elle a dit ça, etc. » Non, ayons nous notre propre objectif, arrêtons de fonctionner à travers ces biais et de chercher en permanence à les confirmer ou les infirmer. Et voilà, il faut avancer sereinement sur le chemin qu'on a envie de se tracer pour soi. Et j'aimerais donner mon petit mot de la fin, moi aussi. Pour moi, n'allez pas chercher des astuces, une boîte à outils très à la mode, de savoir mon enfant il fait ça, comment je dois me comporter, mon enfant il a tiré les cheveux du petit, comment je dois faire exactement. Cherchez plutôt à vous, en tant que parent, essayez de vous développer personnellement. C'est très bateau de dire ça, mais la clé elle est là, ça prend du temps. On n'est pas le même parent au premier qu'au troisième, vous le savez, non pas on s'en fout du troisième, c'est juste qu'en fait on a plus d'expérience, donc on a expérimenté et on est devenu de meilleurs parents. Il n'y a pas de gros mots à dire qu'on souhaite devenir de meilleurs parents. Il n'y a pas de parent parfait. Un bon parent, c'est un parent qui fait le moins d'erreurs possible, et pour faire le moins d'erreurs possible, tâchez réellement de vous développer personnellement plutôt que de trouver un manuel de l'enfant. Manuel de l'enfant, ça n'existe pas. Trouvez plutôt votre propre manuel à vous, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vie de famille épanouie. C'était beau aussi. Ouais, c'était pas mal ça. C'était beau Allez. aussi. Allez, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, et puis on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.